20번이고. De mon temps, ou plutôt du temps où j'étais jeune et même enfant, et longtemps, ça se passait dans les Pyrénées, pas loin de Bagnères de Bigorre et de Gerde, un petit village au-dessus. On n'avait pas la télévision, hein, mais on n'en était pas prévu, puisqu'on ne savait pas que ça existait. Mais on avait un grand-père. Et nous, on avait de la chance, en plus, on avait le grand-père le meilleur de toute la région. Il y en a d'autres qui s'arrêtaient, qui s'endormaient, qui papoulaient. Lui, toujours en pleine forme. C'était un parlant, un diseur de mémoire, qui vous racontait à chaque pas une petite histoire sur ce qu'on trouvait. Le soir, souvent, il devenait conteur de cheminée au Cantou. Et des gens venaient, des voisins, des amis, pour l'écouter, mais aussi pour parler avec lui. Il y avait aussi Mémé qui troquait son tablier de travail contre une petite veste à calicot frangée de dentelle. Et elle participait aussi, hein. Elle tricotait, le plus souvent des chaussettes. Et puis, il y avait aussi un ami de longue date, voisin, tellement qu'il était véritablement de la famille. Et le soir, comme ça, Pépé arrivait d'abord, il s'asseyait, il enlevait les pieds de ses sabots, il étirait les jambes pour les rhumatismes et il faisait le bulletin météo, mais à sa façon. Demain, soleil. Ça veut dire plaisir pour ceux qui ne travaillent pas et chaleur pour les autres. Et puis après, il y avait souvent un ou deux spots qu'on appellerait maintenant. Premier spot qui disait « Et plat mignat ». Il allait bien manger, mais était contente. Et aussitôt après, il disait « Qu'est-ce ?» Alors, il avait soif, il fallait... Et c'était évidemment le voisin ami qui sortait sa bouteille, parce qu'il avait une petite vigne rien que pour nous. Il vivait tout seul, et il avait une vigne rien que pour nous. Et chaque soir, il versait un petit verre à Pépé, et Pépé, à la santé de tout le monde, hein, n'oubliez pas, hein, que si l'âne ne boit que de l'eau, c'est parce que c'est un âne. Et ça a commencé la veillée, en général avec la rubrique locale, il aimait beaucoup. Je viens d'apprendre que le maire fait construire un terrain de rugby pour l'équipe locale. Vous savez ce qu'il fait? Il a fait en pente pour l'avantager, l'équipe locale. Il ne sait même pas que ça commence à tourner au mi-temps. Bravo, Bédette, bravo, Bédette. Et puis j'ai vu aussi, on m'a dit que François, le garde champêtre, il est tombé dans la mare. Alors là, Mémé faisait, il ne devait pas être à jeun. Et puis, pas plus que d'habitude. Quand c'était à 8 h du matin, eh ben. Mais pendant une seconde, il a vu le pic du midi à l'envers. Hein.
Mais il s'en est tiré tout seul. Il s'en est tiré tout seul. La chaisière de l'église dit que c'est Dieu qui l'a sauvé. Moi, je veux bien parce que j'ai remarqué souvent que Dieu, il sauve d'abord ceux qui savent nager. Et puis, il y avait presque toujours un conte. Là, c'était exprès pour nous. Il nous dit, voilà, dans le temps, évidemment, on n'a jamais su quand, hein, mais dans le temps, le pays a été envahi par des grenouilles géantes. Mais au lieu de se contenter des insectes comme les nôtres, elles mangeaient les salades. On ne savait pas comment s'en débarrasser, on a tout essayé, jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'elles aimaient les champignons, mais ne savaient pas les reconnaître. Alors on a pris de belles amanites phalloïdes bien vertes là, le long des salades, en un tour de main, il n'y a plus de grenouilles. Hein? Voyez les enfants, que c'est utile de connaître les champignons. Parce qu'il nous a menés évidemment aux champignons, il ne fallait pas oublier la formule, quand on en trouvait un, champignon, petit champignon, fais-nous trouver ton compagnon. Et tant qu'on était là, dans le bois avec lui, il nous disait, voilà, et si un jour vous êtes un peu perdu là, hein, ne vous fiez pas à la mousse des arbres, il n'y a que les scouts qui croient qu'elle pousse au nord. Hein. Bon. Alors, on lui disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, vous pouvez venir à plusieurs, là, hein, c'est pas dangereux, on est tout près, là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous prenez des tas de mousse, tout ce que vous pouvez trouver, puis il y en a un qui monte dessus et qui dit, au secours, on est perdu. Mais non, c'est une blague, vous voyez. Je vais vous dire la meilleure des solutions. Quand vous venez ici, vous amenez Bandoulier, l'âne de Mariannette, le voisin. Bandoulier. Lui, c'est sûr, il vous ramènera ici. Eh, vous ne serez pas les premiers à être conduits par un âne. Hein. Je ne vous dis pas qui je pense, mais j'en ai plein la tête. Hein. Et puis ensuite, Pépé, il faisait des débats, à lui tout seul. Hein. Ça avait une résonance particulière parce que c'était pendant la guerre de 39-45. Et Pépé, là, parlait avec Mémé et Mariannette de la guerre. Nous, on ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais on savait que le gouvernement était à Vichy. Et Pépé était soucieux, continuellement en train de nous dire la République risque de se noyer dans une ville d'eau comme ça. Hein? Et derrière la porte de la grange, il avait mis, lui, une carte de l'Europe, avec des petits drapeaux colorés qui représentaient les armées américaines, russes, anglaises et françaises. Alors il écoutait Radio Londres contre l'oreille contre le poste parce qu'on entendait à peine, et puis plaçait les petits drapeaux ensuite pour la progression des armées. Il trouvait toujours plutôt que les Français n'allaient pas assez vite. Il disait allez, il faut en foutre un coup, qu'on en finisse, qu'on en finisse. Mais un jour, on a vu de près ce que c'était la guerre. On disait que les Allemands étaient à 20 km à Tarbes et qu'ils allaient monter vers Bagnères. Pourquoi? En représailles. Parce que des maquisards, un jour, étaient venus à Bagnères, ils avaient envahi le marché couvert avec les légumes et autres, ils avaient obligé tous les vendeurs à baisser leur prix. Alors, les Allemands devaient venir à Bagnères pour des représailles, mais on ne savait pas exactement quand. Et une ou deux nuits après, on a été réveillés très tôt le matin, en pleine nuit, par Pépé qui nous a dit les Allemands montent. Ils montent vers Bagnères, il vaut mieux qu'on s'éloigne. Et il nous a dit on va aller au bois de la Hèche, tous. Et alors on est parti dans le noir. C'était triste. Jamais on avait vu Pépé et même Mémé aussi triste. Alors en plus de
d'où le voisin, on avait amené Bandoulier, l'âne. Il avait des noix, des pommes, du pain et de quoi boire. Et on est monté, on a marché, on a marché. C'était triste, on entendait le canon. Pépé a dit, ça c'est un mortier. Bon, continuez. Puis il y avait des tirs comme ça. Il disait, ça c'est une mitrailleuse. Et on a marché en silence. Et on est arrivé au bois de la Hèche. Et là aussi, silence, on ne jouait pas, rien, on n'avait pas envie. On est resté toute la journée comme ça, jusqu'à la soirée. On a entendu des bruits, alors Pépé est parti, il est revenu une seconde après pour dire « ça y est, ils sont partis, on peut descendre ». Et alors on est redescendu, toujours aussi triste, là, dans le noir. On est arrivé à la maison, tard, c'était aux premières lueurs de l'aube. On a mangé la soupe et on est allé au lit. Quand on s'est réveillé, Mémé nous a dit que Pépé et Mariannette étaient partis aux nouvelles. Quand ils sont arrivés, Pépé nous a dit que les Allemands, ils avaient fait 32 morts dans la ville, comme ça, sur les gens qui se passaient à ce moment-là. 32 morts. Il nous a dit, voyez ce que c'est, la guerre. Mais quand même, il nous a dit qu'on avait trouvé une musette, un sac d'un soldat allemand qu'il avait oublié ou qu'il l'avait laissé. Et dans cette musette, il y avait un petit chat blanc. Et nous, on se demandait ce qu'allait devenir, ce petit chat blanc. Mais un jour, Mariannette est rentrée comme un fou à la maison, nous disant « ça y est, ils ont signé, c'est l'armistice ». Alors, tout le monde s'est embrassé. Pépé a laissé allumer la radio. Et la radio a été allumée toute la journée. On a entendu des chansons, des marches militaires. On entendait qu'il y avait des villes qui avaient été bombardées. Nous, on ne savait pas tout ça. Et le soir, alors, je ne sais pas pourquoi, d'où ils sont venus, mais beaucoup de voisins, y compris dans la ville, qui étaient là. On a passé la soirée sous le hangar. Et il y avait accordéon, banjo, guitare. Tout le monde dansait, même nous, hein. Même Pépé nous avait dansé. Pépé mais aussi dansé. Et les gens de la ville parlaient. Il y avait des mots qu'on n'avait jamais entendus. Carte d'alimentation, des restrictions, du marché noir. On entendait ces mots et tout ça. Alors on savait qu'il y avait des restrictions parce que, par exemple, Pépé, à la grimace qu'il faisait le matin à la place du café, on avait compris. Il nous l'expliquait, il disait, il n'y a plus de café, c'est quand même pas les Allemands qui le boivent tout, c'est pas possible ça. Alors, à la place, on avait fait de l'orge grillée. Alors la grimace qu'il faisait tous les matins, en rouscaillant, en disant « L'orge grillée est au café ce que le champignon de Paris est au cèpe. » Il y a autant de différences. Et puis, un
savait que la farine avait été réquisitionnée. Alors, il n'y avait pas, de temps en temps, seulement un peu de pain blanc, comme on disait, farine. Et à la place, on avait de temps en temps du pain de maïs, farine de maïs. Mais c'était délaissé. Les boulangers étaient écœurés parce qu'ils en faisaient comme ils pouvaient et ils n'arrivaient pas à le vendre. On n'aimait pas le pain de maïs. C'est curieux parce que maintenant, ce pain de maïs, il est devenu pain de luxe dans les modernes boulangeries. On change c'est drôle. Avec les châtaignes, Mémé faisait tout. Elle faisait la soupe, elle faisait le pain et elle faisait les gâteaux. Et avec une remarque de Pépé sur les gâteaux en disant faites attention parce que vous pouvez vous étouffer avec un gâteau comme ça. Hein. Faites attention. Et puis les gens nous parlaient de ce qu'ils avaient connu, de toutes les restrictions, on ne savait pas. Le reste, on n'en était pas privé parce qu'on ne savait pas que ça existait. Moi, j'ai goûté le chocolat en 1945 pour la première fois, j'avais 9 ans. On connaissait l'existence du chocolat puisqu'il y avait la grande pancarte dans l'épicerie, chocolat Meunier. Mais on ne savait pas quel goût ça avait. Et cette épicerie, d'ailleurs, qui n'avait plus grand-chose à vendre, Pépé disait qu'il n'y avait que les balances. Et à chaque fois, il nous lisait la petite pancarte qu'avait mis l'épicier sur la porte. En cas d'urgence et en temps de guerre, patientez. Et puis là, entre deux rondeaux, le soir, là, Pépé nous a appelés, les enfants. Il nous a dit, vous savez, les enfants, vous allez vivre dans un monde sans guerre. Parce que moi, j'ai fait la 14-18, on nous avait dit que ce serait la dernière. Mais je crois que celle-ci, la barbarie a été encore plus forte et je crois qu'on va arrêter. C'est pas possible. Et en plus, l'argent des obus, des tanks, des avions sera utilisé pour que plus personne dans le monde ne meure de faim ou de froid. Hein? Les enfants, vous allez vivre dans un monde sans guerre. Mais, vous savez, la paix, il faut quand même l'entretenir. Hein? Et il nous a dit, il nous aurait une surprise bientôt. Ça a été 2 jours après, on a été réveillés. Pareil, en pleine nuit, mais c'était gai. Et Pépé avait décidé qu'on irait à la mer, plutôt à l'océan. Parce que nous, on n'avait jamais vu la mer, comme on disait. Jamais. Et alors, on est monté dans la bétaillère de Mariannette. Dans la bétaillère, la cabine, il y avait Mémé, Pépé et Mariannette. Et nous, on était sur de la paille neuve, derrière. Là où on met les bêtes, d'habitude. On était très bien. Et puis, cette camionnette, elle fonctionnait encore au gazogène. Il y avait le gros cylindre devant. Et il fallait y mettre du bois avant de partir. Et on est parti à Hume, c'est-à-dire à 40 km à l'heure. 5 heures après, on était à Bayonne. On s'est arrêté sur l'entrée et on a déjeuné avec ce qu'avait préparé Mémé, plus des brioches au maïs qu'avait acheté Pépé. Et il nous disait, je crois qu'elles doivent être bonnes, hein, parce que ce boulanger, il les vend au prix des médicaments. Hein. La prochaine fois, je demande un devis. Et on est remonté dans la voiture et on est allé à la barre. On a logé la Dour, mais ça, on la connaissait. Elle prenait ses sources près de chez nous. Et on est arrivé à la barre, là où on disait que c'était les plus grosses vagues de la côte. Pépé disait ça. Et là, on a vu cet océan qu'on n'avait jamais vu. On avait de la chance, c'est un beau soleil. Et c'est vrai qu'on est resté un moment là à regarder ça. On voyait les vagues arriver de loin, éteindre encore. On regardait à gauche, à droite. Pépé, évidemment, il est revenu nous dire « Eh, c'est beau, hein? Il y en a de l'eau, hein? Et vous ne voyez que le dessus. » Ensuite, on est allé quelque part sur la plage, et là, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Tout le monde était gai, souriait.
on s'abordait, Pépé le premier. Bonjour, d'où êtes-vous? Nous, on est des Pyrénées, les Hautes, les vrais. Et on est venu aussi parce que c'est la paix. Alors, oui, alors, c'est vrai que les conversations, c'était facilement engagé pour la paix. J'espère, oui, que ça va continuer. C'est pas possible. Voilà, tout le monde parlait. Puis, on avait eu l'autorisation d'aller se tremper les pieds, mais uniquement les pieds. Surtout, ne vous déshabillez pas. C'est la seule manière de se protéger du soleil, hein, les habits. Alors, ne vous déshabillez pas. Et on a continué comme ça la matinée, tantôt se tremper les pieds. Et puis, on a pique-niqué. En réalité, c'est une erreur, hein. On ne disait pas pique-nique à ce moment-là, c'est moi qui le dis maintenant. On disait manger dehors. Il n'y avait pas de pique-nique. Et la différence pour nous, entre un repas et manger dehors, c'est qu'il n'y avait pas la soupe. Tout le reste, c'était pareil. Et on était donc là en train de manger, puis on est resté un petit moment et tout là. Quand j'y repense, on devait avoir une drôle d'allure. Mémé avait sa longue robe noire qui tombait jusqu'aux souliers. Et elle avait le capulet aussi, noir, là, sur la plage. Pépé était endimanché, ça lui allait mal. On voyait très bien que c'était pas son vêtement de travail. Et on est rentré tranquillement, encore 5 heures de route. On est arrivé en pleine nuit, on a encore mangé la soupe. Et on s'est endormi. Depuis 30 ans, j'habite à 900 mètres de ce lieu où on a vu l'océan pour la première fois, toujours sur les bords de l'Adour. Je crois que c'est un poète qui a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ». Je ne vous ai pas dit, mais toutes les soirées n'étaient pas identiques. D'abord, quelquefois, on travaillait. Les voisins arrivaient les jours des spelunker avec le maïs. Et nous, on ramassait les graines de maïs qui étaient tombées sur le sol et on les faisait éclater sur la plaque de la cheminée. Et on nous avait dit que ça s'appelait les damiselos, ces grains qui éclataient, les demoiselles. C'est quand même plus joli que popcorn, non? Et puis, toutes les soirées étaient presque toutes différentes, ça dépendait un peu de Pépé. Moi, ce que je préférais, c'était le dimanche, parce qu'il allait jouer aux quilles, sauf lorsqu'il fallait rentrer le foin en cas d'orage. Mais il allait jouer aux quilles. Il faisait plusieurs parties de quilles. Et vous savez qu'à chaque partie, il faut récompenser le gagnant, quoi. Ce qui fait que Pépé, il rentrait avec Mémé qui faisait la grimace, et il restait éveillé jusqu'à 2 heures du matin. Et un jour, il y avait des voisins qui étaient là, il y a un qui a demandé à Pépé, « Comment vous vous êtes connus, Pépé et Mémé ?» Et Pépé a fait signe à Mémé, comme pour lui demander si elle était d'accord.
elle a fait comme ça. Alors, Pépé a raconté. Il dit, voilà, nous connaissons depuis tout petit. Mémé, hein, c'était une petite fille gentille, mignonne, mais gentille. Hein. Il y avait beaucoup de garçons qui lui tournaient autour. Voilà. Elle était très mignonne, gentille. On s'est connus, on était à l'école ensemble. Elle avait la plus belle écriture de toute la classe. Elle aurait pu faire institutrice. C'est le plus beau métier du monde pour moi, celui qui apprend à lire et à écrire. Ça, c'est vrai. Et on a continué comme ça, alors on se coucougnait un peu de temps en temps, on était bien quand même. Et puis, mais vous savez qu'à 13 ans, 12 ans, après le certificat d'études, à ce moment-là, on devait aller à la ferme pour travailler, on quittait l'école. Alors, on avait fait promesse de se voir un peu avec Mémé. Alors, dès que je savais qu'elle gardait les moutons, j'y allais. On se mangeait de poutous, en cachette. Quand il y avait quelqu'un, on faisait voir qu'un mouton s'était échappé, qu'on allait le chercher, quoi. Et comme ça, on a continué à se coucougner un peu. Mais vous savez, on n'avait pas beaucoup d'occasions de se voir. Il y avait le bal du samedi soir et le bal du dimanche après-midi. Mais son père, il ne voulait pas qu'elle aille au bal du samedi soir. Voilà. Alors, on se voyait de temps en temps. Et puis un jour, j'ai reçu la mobilisation pour la guerre de 14. J'ai 18, j'ai dû partir. Alors la veille du départ, on est monté avec Mémé au casse-tête. On s'est embrassés, beaucoup. Puis on a mêlé nos sabots. Là, Mémé baissait la tête comme ça. On a mêlé nos sabots, puis moi j'ai pris un bout de granit du casse-tête, je l'ai mis dans la poche, un souvenir, et aussi pour que ça me porte bonheur. Et là, et puis je suis parti. J'aime pas raconter la guerre. J'aime pas raconter les choses abominables. Mémé m'écrivait toujours de sa belle écriture. J'étais content. J'essayais de lui répondre. On nous avait dit, il ne faut pas cacheter la lettre. Bon. Alors moi, j'avais mis la première lettre en disant, on mange tellement bien que nos cochons n'en voudraient pas. Et tout est comme ça. On s'ennuie comme c'est pas possible. Et ainsi de suite. Et j'ai donné la lettre sans la cacheter. J'étais appelé par un monsieur, il s'appelait l'adjudant. Il m'a dit, alors, vous savez que je pourrais vous punir? Pourquoi? Parce que vous n'avez écrit que des mensonges. Ah bon? Écoutez, je vous rends la lettre. Vous ne la voyez pas, vous en refaites une autre. Hein? Sinon, bon. Alors, à ce moment-là, Mémé intervenait. Et la lettre qu'il m'a envoyée, je l'ai toujours, à ce moment-là. Et Pépé avait écrit je suis vivant. On est très bien. On mange bien. Une cerise nous fait 3 repas. Et voilà. Je t'embrasse. Voilà. Et Mémé dit, je l'ai toujours, cette lettre, vous savez. Et bien celle-là, elle est passée à la censure. La cerise aux 3 repas, c'était... Et ensuite, Pépé nous a dit, et puis je suis revenu. C'est pour ça que je ne veux pas vous raconter la guerre. Je suis revenu et j'ai eu de la chance. C'est que de la chance, hein, si je suis revenu, alors qu'il y en a d'autres qui sont restés. Et quand je suis revenu, Mémé était toujours aussi mignonne. Mais il y avait 2 galapias qui tournaient autour. Il me fallait les éliminer. Le premier, ça a été facile, il était vilain. Oh, mais on ne dit pas ça quand même. Et, tout. Et il disait, et toi aussi, tu me l'as dit, tu le sais. Oui, mais ça ne se dit pas. Puis il était bien gentil. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas gentil, j'ai dit qu'il était vilain. Écoute, c'est comme ça, on le savait.
Je sais pas, moi, peut-être qu'on l'a versé trop près d'un mur. Ou bien il y a eu le feu au berceau et on l'a éteint à coup de pelle. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui explique qu'il a cette tête d'accident. Hein? Bon. Et puis voilà. Et comme je l'ai dit, on a continué à se voir, mais vous savez, toujours. Le bal du samedi soir, le dimanche après-midi. Et son père, il voulait toujours pas la faire sortir, qu'elle puisse sortir le samedi soir. Alors, un jour, j'ai pris mon courage, je ne sais plus combien de même, parce qu'il m'en fallait, pour aller voir son père. Alors, paix à ses cendres, hein. Mais alors, question chaleur humaine, ça m'a rappelé tout à fait la marbrerie en face du cimetière. Et alors, moi, je lui ai dit, voilà, on aimerait aller au bal, est-ce que vous permettez que j'amène votre fille samedi soir? On ne rentrera pas trop tard. Hein. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ça, c'est des réponses que n'oublie pas, on n'oublie jamais. Il m'a dit, de ce soir, dans cette maison, même le chat ne sortira pas. Le chat, ça m'était égal. Et je suis parti. Mais vous savez, quand on est amoureux d'une prunette, hein, on se moque de l'allure du prunier. Et alors, petit à petit, on a continué à se voir avec Mémé, comme on a pu, là, et on s'est mariés. Et s'est marié comme on le fait à la campagne. La cérémonie, puis après la photo, puis le repas avec les copains musiciens comme Pierrot et Mastroquet. Tu t'aimes, mais Mastroquet, il n'est plus là, tu vois, ouais. Et le lendemain, comme les riches, on a été en voyage de noces. Mais nous, on n'a pas été plus loin que les limites de la Bigorre. Parce qu'avant, les kilomètres, ils étaient plus longs. Hein. Et on est allé à Gavarnie. Et on a été sur les ânes depuis le village jusqu'au cirque, au grand cirque avec ses chutes d'eau qu'on n'avait jamais vues, nous. Et puis on est rentré le soir même. Tu te rappelles? Mais c'était aux dernières églantines. Hein? Et aux prochaines, ça fera 1 an de plus que nous sommes ensemble. La soirée qui avait aussi beaucoup de succès, c'était le vendredi. C'était Histoire X. Histoire du terroir, pas recommandée aux enfants. Mais l'insonorisation n'avait pas été prévue dans cette maison. Alors on nous a envoyés au lit. On entendait tout. Mais attendez, on ne comprenait rien. Parce qu'on n'avait pas la télé, vous savez, là. Hein. On n'était pas éveillés. On ne comprenait rien. Et on écoutait plusieurs fois, chaque vendredi, les histoires de Pépé. Mais on ne comprenait pas. Et pourtant, avec les enfants, dans la journée, on se disait, oui, il a dit ça, il a dit, pourquoi il a dit ça? Est-ce que tu connais, toi, là? Jamais on le trouvait. Comme cette histoire. Il y avait, Pépé disait, dans le village, il y a une famille qui s'appelle la famille Bourroquecaille, parce qu'ils sont très maigres. Bourroquecaille, ça veut dire, tu souffles, ils tombent. Tous maigres. Et un jour, évidemment, la fille, elle attendait un enfant. Alors là, maigre comme elle était, c'est pas difficile à s'en apercevoir. Et c'est la mère qui s'en est aperçue. On aurait dit un vermicelle avec un nœud au milieu. Hein. Et là, la maman lui a chanté pouille en lui disant « Comment ça s'est passé? Raconte-nous ». Je gardais les vaches. Allez, après. Et il a sauté le ruisseau. Qui ça? Baptistou. Baptistou, ce chiri-chirouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Et après,
On s'est embrassé. Après, c'est encore embrassé. Mais après, on est tombé dans l'herbe. Oui, et alors là, je me souviens plus parce qu'à ce moment-là, j'ai perdu la tête. Et la mère lui aligne une gifle que la pauvre ne devait plus avoir de vernis sur les joues. Hein. En lui disant, tu appelles ça la tête? Et alors le lendemain, nous les enfants, encore une fois, on disait, tu as compris quoi qu'elle a dit? On n'osait pas le demander à Pépé ni à Mémé, puisqu'on était censé ne pas l'avoir entendu. Et il en racontait une autre, Pépé, le soir, qu'on ne comprenait jamais. Il disait, à Campan, il y avait le notaire qui s'appelait Maître Tosiède. Il allait verser 55 ans et un jour, il a parlé à Catherine. Catherine, c'était celle qui faisait la cuisine et le ménage depuis 25 ans. Et il lui a dit, Catherine, j'ai bien réfléchi, je vais vers mes 25 ans, vers 55 ans, on se connaît depuis tellement longtemps. Je me suis dit que peut-être on pourrait être marié femme. Alors, tu sais, j'ai pas besoin forcément toujours d'une femme, mais d'un ange gardien, hein, de quelqu'un qui s'occupe de moi. Je te donnerai 50 000 francs de dot. Voilà. 2 semaines, tu réfléchis et tu me dis. Et 1 semaine après, Catherine lui a dit, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais nous gardons chacun notre chambre. Je serai votre femme un soir par mois. Le reste du temps, votre ange gardien. Le notaire, il a dit, un jour par mois, bon. 55 ans, bon. Mais je suis d'accord. Ils se sont mariés, il y a eu de belles noces, la nuit s'est bien passée. Et le lendemain matin, Maître Tosiède a dit, voilà, terminé pour moi. Et 2 ou 3 jours après, c'était le soir, il était déjà dans son lit, il a entendu gratter à la porte. Alors, il s'est levé, il a ouvert la porte, et c'était Catherine. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux, Catherine? Monsieur, je voudrais vous demander si vous ne pouvez pas m'avancer le mois. Et là, on était toujours, nous, à avancer le mois. Pourquoi elle lui dit avancer le mois? Et c'était comme ça, entre autres, ces 2 histoires, j'ai raconté systématiquement tous les vendredis. Et nous, on était en désespoir. Hein. Voilà, il y avait aussi d'autres moments où Pépé nous appelait, parce que c'était après la guerre, en 1945, il écoutait la radio, et un jour il nous a appelé, il nous a dit « Venez vite les enfants, je viens d'apprendre 2 choses importantes. La première, c'est qu'on va créer la sécurité sociale, pour que tout le monde puisse se faire soigner, les pauvres et les riches. Et ça va se créer maintenant. Et puis aussi, l'ONU. Parce que la Société-Nation n'a pas marché puisqu'il y a eu une guerre. Alors là, qu'est-ce que c'est l'ONU? Ça va être tous les pays du monde qui vont se mettre autour d'une table et qui vont pouvoir parler. Or, quand on peut parler, on ne se fait pas la guerre. Hein? Donc, je vous le redis, les enfants, vous allez avoir la chance de vivre dans un monde sans guerre. Et toujours, l'argent des obus, des tanks, des avions sera utilisé pour que plus personne dans le monde ne meure de faim ou de froid. Voilà. Et Pépé nous entretenait comme ça et nous disait, et si il y en a qui vous disent que c'était mieux avant, vous leur diriez que ce sont des couillons. Parce que couillon, c'était le seul mot qui n'était pas du français pur, que Pépé était autorisé à nous dire. Et par Mémé, hein, qui surveillait de près. Pépé et Mémé parlaient gascon, continuellement. Mais pas à nous, parce que c'était interdit, parce que défendu à l'école.
Alors à nous, il nous parlait français, mais nous les entendait continuellement parler gascon. Et en général, Pépé n'allait pas plus loin que Couillon. Si bien que quand on était avant d'aller à l'école, à la grande école, comme on disait, nous on croyait que la langue française était une langue lisse, qu'il n'y avait aucun gros mot, qu'ils étaient en gascon. Parce que Pépé il en disait, on le sentait, et on a cru ça jusqu'au jour où Mémé n'a pas été assez attentive. Alors Pépé nous expliquait que pas loin, il y avait un golfe qui n'avait pas fonctionné pendant la guerre, mais qu'on remettait en état. Et Mariannette et Pépé étaient en train de rouscailler en disant « Allez, maintenant, là, ils remettent un golfe en état. Il y a d'autres choses à faire avant. Il y a les hôpitaux, il y a bien d'autres choses que le golfe. » Et évidemment, à nous de dire à Pépé qu'est-ce que c'est le golfe. Le golfe, c'est, tu prends une boule comme ça blanche, tu la poses par terre, une canne tordue, et tu la frappes. Ça, c'est le matin. L'après-midi, tu la cherches. Et on lui disait, mais qui joue au golf? Et là, il nous a dit, tous ceux qui jouent au golf ne sont pas cons, mais tous les cons y sont. Hein. Mais devenus rouges comme un dindon en colère, hein. Ils ont échangé des mots pendant un moment défendus en français. Et le golf, il est revenu quelque temps après, et c'est Mémé qui l'a introduit en disant au marché, j'ai entendu dire qu'il y avait une partie du golf qui avait été refaite et que ça a été saccagé maintenant. Je me demande qui a pu faire ça. Nous, on a vu que Pépé et Mariannette se faisaient de l'œil, comme ça. Et il m'a dit, je me demande qui a pu faire ça. Silence. Oui, oui, je me demande, disait Mémé. Alors, au bout d'un moment, Pépé, on ne le saura jamais, un truc comme ça. Hein. Non, on ne le saura pas. Parce que des malveillants, il y en a partout. Hein. C'est vrai. Et puis Mariannette a ajouté, et c'était rare, et puis l'herbe, ça repousse, non? Alors on a continué comme ça, avec notre Pépé, et il nous parlait de son instituteur. Alors là, l'Oriente, c'était un monument pour lui. Il nous disait... J'ai eu la chance d'avoir ça, c'est du... Mais aussi, on était ensemble. Lafitte, il s'appelait. C'était un intellectuel, un savant. Il a écrit 15 cahiers d'écoliers avec ça. Son écriture avait plein été déliée sur l'ours des Pyrénées. Et il n'en a jamais vu un. C'est pour ça que je dis que c'est un intellectuel. Hein. Mais je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait connaître les livres. Nous, on avait un coin aussi où on avait des livres. Mais à chaque fois qu'on allait en prendre un pour lire ou pour regarder, il y avait Pépé ou Mémé qui nous disaient « Vous êtes lavé les mains ?» Il fallait aller d'abord aux mains avant de toucher le livre. Et Pépé nous dit « Il m'a fait découvrir le livre. » L'imprimerie, c'est la plus grande invention de l'humanité. Ah, les livres. Grâce à lui, j'ai découvert un peu Victor Hugo, celui qui appelait les pauvres les misérables, il avait bien raison. Et vous savez que Victor Hugo, il est venu souvent dans les Pyrénées. Il aimait les lacs des Pyrénées. Il disait, les lacs des Pyrénées ont été creusés par des mains de géants et sculptés par des doigts de fées. J'aurais aimé savoir parler comme ça, vous voyez, moi. Hein? Eh oui, Victor Hugo. Oui. Et puis, il m'a fait connaître aussi Jaurès, le philosophe. Qu'est-ce que c'est Pépé, un philosophe? C'est la Mémé était plus rapide pour dire, pour Pépé, un philosophe, c'est quelqu'un qui est d'accord avec lui.
Il n'a pas pipé mon Pépé. Il a continué à dire Jaurès, celui qui a été assassiné parce qu'il était pour la paix. Hein? Oui, ah, Jaurès. Et puis, il faut dire aussi qu'il connaissait l'almanach. L'almanach, il les recevait depuis plusieurs années. Et alors, il nous en lisait de temps en temps, mais on le soupçonnait de faire voir qu'il lisait, mais de mettre des idées à lui, ses cantarailles, par exemple. Et ça s'est passé comme ça. Le pharaon Khéops, quand il a fait construire la grande pyramide, faisait distribuer aux ouvriers une ration d'ail tous les matins pour les prévenir des épidémies. Un jour, ils n'ont pas eu leur ration, ils ont refusé de travailler. C'est la première grève de l'histoire. Oui, les enfants, c'est utile hein, ce que je vous dis. Hein? Quand on travaille la terre, on devient plus vite bossu que riche. Parce que vous savez que la terre est basse, hein, même en montagne. Dans les Pyrénées, 554 sources minérales et peu de vignobles. Dans leur légende, les Basques disent que l'ours est l'ancêtre de l'homme. Je connais quelques Basques, c'est possible. J'en profite pour dire que s'il y en a qui sont dans la salle et qui sont basques, qui m'attendent à la sortie, c'est Pépé qui l'a dit. Hein. S'il y a des joueurs de golf aussi qui m'attendent à la sortie, c'est Pépé qui l'a dit. Et puis ça se terminait quelquefois par un petit conte. Le conte qu'on aimait bien, c'était le conte des oiseaux. En ce temps-là, les oiseaux ne faisaient pas de nid. Alors le roi des oiseaux, il a réuni tous les oiseaux du monde dans le pays qu'il aimait le mieux, la Gascogne. Et là, il leur a dit, voilà, je veux que ce soir, chaque couple ait son nid. Alors, les oiseaux, parce qu'ils sont partis par-ci par-là, ramasser des débris, des brindilles, des fleurs, de la mousse. Sauf 2 tourterelles qui étaient à la fourche d'un grand temple, là, et qui ne bougeaient pas. Alors les oiseaux, ils s'agitaient par-ci par-là, et les tourterelles, toutes les 2, bon, je sais pas. Alors les oiseaux, ils ont cru que c'était parce qu'elles n'avaient pas d'idée, qu'elles ne savaient pas faire. Alors, comme il y avait dans le même arbre 2 corneilles qui faisaient leur nid, avec des brindilles, à chaque fois qu'elles venaient pour en apporter, elles en laissaient une aux tourterelles. Si bien qu'au bout d'un moment, il y a eu un tas de brindilles près des tourterelles, elles n'y touchaient toujours pas. Il y en avait tellement, mais elles parlaient le langage du pays, qu'elles ont dit, il y en a trop. Gnaprou, gnaprou. Alors, il y a vraiment... Alors, la soirée est arrivée, elles n'avaient pas fait de nid. Quand le roi, il est passé, il a été très mécontent. Et il a dit, vous serez punis jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne pourrez dire que prou, prou, prou.
Et une balade dans la nature avec Pépé, ça ne s'oublie pas. Il avait toujours, à chaque pas, quelque chose à nous montrer. Et on ne s'ennuyait jamais. Mais nous n'avions, et surtout pendant la guerre, que les jouets qu'on construisait avec Pépé. Il y avait des arcs, des flèches, des flûtes, avec du sureau, avec des rejets châtaigniers, de noisetiers. Le seul jouet qu'on avait fabriqué, c'était une toupie. C'était une toupie. Et c'est dommage qu'on ne joue plus à la toupie. Et nous, on était un peu privilégiés parce que au village, il y avait un menuisier qui avait un tour et qui nous faisait les toupies. Quand on en cassait une, on y allait. Il y avait d'autres qu'on appelait les vieux à ce moment-là, ils devaient être tous plus jeunes que moi maintenant, qui, lorsqu'ils trouvaient du buis ou une racine, lui portaient au menuisier. Si bien que le menuisier, d'abord, il nous donnait 2 ou 3 formes de toupie, comme on voulait. On en choisissait une, il nous la faisait devant. Il ne nous la faisait pas payer. On payait simplement le petit bécadette métallique en bout, c'est-à-dire rien, quoi. Et souvent, je me suis dit, c'est drôle, une société comme ça, où quand on a besoin de quelque chose, on peut y aller et tout. Bon. Après, je me suis rendu compte que le menuisier, lui, n'était pas payé pour faire ça. Mais enfin, ça. Et on ne s'ennuyait pas, et pourtant, on faisait des choses pas amusantes dans la nature. Par exemple, 2 fois par semaine, il fallait enlever les dorifores dessous les feuilles de pommes de terre. 2 fois par semaine. On enlevait les dorifores, on les mettait dans une boîte, après on les faisait brûler. Pour pas qu'on s'ennuie, Pépé nous posait des devinettes. Pourquoi le soleil tourne dans la journée? On lui disait, on ne sait pas, il se promène, pourquoi pas. Et lui, à la fin, au bout d'un moment, il disait, vous êtes des couillons. Si le soleil tourne dans la journée, c'est pour que les tomates puissent mûrir de tous côtés. Ah bon? Et vous savez-vous pourquoi en ce moment il y a tant de vers luisants? On n'avait pas remarqué. Hein. Il dit oui, oui. Alors là aussi, on disait parce qu'il fait sec, parce qu'il fait humide, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud. Vous êtes des couillons. Les vers luisants, ce sont les larmes des étoiles qui pleurent sur la misère du monde. En ce moment, c'est la guerre. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup de larmes et beaucoup de vers luisants. Ah bon. Quelquefois, quand même, c'était plus gai. Mémé allait vendre des épinards chaque samedi au marché. Alors, c'est nous qui lui coupions. Et Pépé nous disait, allez-y, allez-y, plus on en vendra, moins on en mangera. J'aime toujours pas les épinards. C'est la faute à Pépé. Et puis il prenait la tige de Kélidoine, il la coupait en 2, il y avait le sucre, il le mettait sur ses verrues en nous disant, voyez, pas besoin d'un chef pharmacien. Hein. Et puis ensuite, des petites choses qu'il avait de la nature. Par exemple, quand Mémé n'était pas là, hein, en cachette, il coupait une petite tige qu'on appelait l'herbe au gueux. Et on la fumait en cachette, comme ça, un petit moment. Pépé nous expliquait aussi, quand on était en montagne, il nous montrait comment on pouvait déterrer la réglisse. L'herbe des pauvres, il disait. Parce qu'il paraît qu'on peut tenir plusieurs jours avec uniquement de la réglisse. Mais Pépé il disait, il vaut mieux que ça ne se sache pas. Ça pourrait tenter des gens. Et comme ça, il avait d'autres petites choses à nous montrer de la nature. Et Mémé aussi, parce que Mémé, elle avait des infusions pour tout.
de la sauge, de la bardane et tout. Et Mémé, son principe, c'était qu'il y a de la sauge dans son jardin, il n'a pas besoin de médecin. Mais Mémé, on pourrait croire que c'est des médecines douces, ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dès qu'on était enrhumé ou qu'elle trouvait, on nous mettait un cataplasme, la farine de lin, chaud. On n'aimait pas du tout. Hein. Et il fallait supporter. La revanche, c'est quand Pépé y toussait. Parce qu'à ce moment-là, elle le faisait allonger, plat ventre sur la table, torse nu, elle lui mettait ventouse. Et nous, on lui préparait. On préparait les petites coupelles avec le petit coton allumé. Et clac, elle lui plantait et Pépé y gueulait. Il gueulait et nous on riait, évidemment. Pépé riait. Voilà. Et avec tout ça, quand j'ai eu un âge de faire des études, comme on dit, c'est vers les sciences dites naturelles que je me suis tourné. Évidemment, c'était pas toujours aussi amusant qu'avec Pépé. Hein? Un jour, le professeur, il nous a dit le mouron des oiseaux, qu'on appelle Stellaria media, de la famille des Cariophilacées. Dans cette famille, rien n'est utile. Si Pépé avait entendu. Pépé nous avait dit que les oiseaux aimaient tellement le mouron des oiseaux qu'il faisait la queue pour en avoir. Pépé l'avait vu. Nous, non, mais Pépé nous expliquait comment les oiseaux faisaient la queue pour avoir du mouron. Et jamais on nous a demandé, comme Pépé nous avait dit, pourquoi il y a moins d'écureuils que de lapins. Et au bout d'un moment, après qu'on avait fait chacun notre réponse, et Pépé disait, si vous croyez que c'est facile, un équilibre sur une branche pour un écureuil de se reproduire, hein? Bon, alors on entendait tout ça. Et un jour, j'avais 13 ans et demi. J'ai beaucoup pensé à Pépé. J'étais en 4e. Et le professeur, il nous avait donné une rédaction. Vous vous promenez dans la nature par un bel après-midi de printemps. Racontez vos émotions et vos sensations. Voilà le sujet hein, qu'aiment les professeurs. Je vais essayer de vous le raconter comme je l'ai vécu quand j'avais 13 ans et demi. Vous vous promenez dans la nature par un bel après-midi de printemps. En plus, ça aurait été une manière de raconter un beau souvenir parce que la veille, oui, c'est vrai, j'étais dans la nature. Mais avec Sylvaine. J'ai 13 ans et demi, je ne peux pas dire dans la rédaction. Ça ne se fait pas. De dire que j'étais dans la nature, mais avec Sylvaine. Pourtant, si j'ai vu la nature plus belle que d'habitude, plus colorée que d'habitude, c'est parce que j'étais avec Sylvaine. Hein. On ne peut pas s'enthousiasmer comme ça pour les oiseaux, les petites fleurs, quand on n'a personne avec qui partager. Hein. La nature était plus colorée que d'habitude. Sylvaine avait une robe bleu ciel. Bon, je ne peux pas en parler. Tant pis. Le professeur, il aurait pu nous... Oui, mais il doit plus se souvenir de quand il avait notre âge. Alors, je vais faire la rédaction sans parler de l'essentiel. La bruyère rose et les fleurs des bois embaumés. Point. Nous nous sommes assis dans l'herbe. Je me suis assis dans l'herbe haute. Les papillons tournoyaient. Ils nous frôlaient le visage. Non, non, non. Les papillons bleus et jaunes tournoyaient, ils ne nous avaient même pas vus. Sylvaine avait une robe bleu ciel.
Moi, je vais changer dans la marge. Le ciel était bleu ciel. Voilà, je vois le professeur. Évidemment, le ciel est bleu ciel. Oui, mais moi, depuis hier, j'ai un reflet bleu dans les yeux. Nous avons traversé le ruisseau des chaussées, les cailloux nous picotaient les pieds, nous avons ri. Et puis, un petit bois nous invitait avec des chênes verts bleus, avec des noisetiers et du petit hou que j'essayais d'éviter pour pas que Sylvain ne se pique, alors je lui avais pris la main. Et juste à ce moment-là, il y avait la fleur de pépé, celle qu'on appelle amourette. Je lui ai dit à Sylvain, mais je n'ai pas osé regarder les yeux de Sylvain. Moi aussi, je devais être tout rouge. Puis, on a continué. Non, j'ai marché, je bavardais, je me racontais des histoires. Là, il va me prendre pour un dingue, mais ça peut passer pour la rédaction. J'ai choisi pour m'étendre une place de mousse bien veloutée. Le soleil me caressait. Mes yeux fouillaient le ciel à travers les arbres. Oui, mais en vrai, c'est là que j'ai commencé à être ému. Non, mais je sais pas. Mes yeux, allongés sur le dos, mes yeux fouillaient le ciel à travers les arbres. Point. Je voyais tout bleu. Point. Je voyais tout bleu. Non, ça, je l'ai déjà écrit. Ça va. Je voyais tout bleu. Je ne suis resté ainsi qu'un instant. Ça, je le mets pour qu'ils comprennent que tout seul, allongé dans l'herbe, à regarder les nuages à travers les arbres, ça ne vous prend pas 2 heures. Hein. Et puis nous avons continué le chemin qui était mouillé. J'ai évité quelques flaques claires pour pas que Sylvain ne se mouille. On est arrivé près d'une mare. Non, ça fera... Le style, comme il dit le prof, le style. Je fis une brève halte au bord d'une mare, où il y avait des têtards, libres de nager où ils voulaient, pas obligés de raconter leur journée. Point. Des yeux magnifiques, des fleurs de velours, ça c'était Sylvain. Mais je peux toujours écrire que mes yeux étaient magnifiques, mirés dans l'eau de la mare à Tétard. Et puis on a continué, on a vu un granit rose piqueté de mica qui scintillait. On se disait avec Sylvain que si c'était des pierres précieuses, on serait riche. Hein. Et puis, enfouir son visage dans une gerbe de genêt, sentir la rugosité des brins, leur parfum, leur rugosité et le velouté de ces petites fleurs jaunes. Parce qu'avec Sylvain, on a fait tout ça. En recopiant, si je mets que j'ai fourré ma tête dans une gerbe de genêt, il va encore me mettre une remarque en marge. Ça ne s'améliore pas, par exemple, des choses comme ça. Bon, on a continué. Et puis c'est... Ah oui. Je me suis roulé dans l'herbe, il y avait des orties qui m'ont piqué. Et alors, j'ai soigné, comme disait Mémé, avec de la salive bien frottée sur mes genoux cuisants et rouges. Point. Et en vrai,
C'est Sylvaine qui s'était piquée. Mais c'est moi qui ai soigné ses genoux cuisants et rouges. Et puis c'est là qu'il y avait ce marronnier plein de hannetons qui agitait ses branches. J'ai pu que l'apercevoir parce qu'à ce moment-là, la tête de Sylvaine a roulé sur mon épaule. J'ai plus rien regardé. On s'est embrassés. C'est la première fois, nous deux. Avant d'embrasser, la première fois, on se demande où on va mettre les mains, les pieds, comment ça va se passer. Et puis ça se passe. Moi, j'ai repris sa main, j'ai caressé le dessus comme ça. On s'est de nouveau embrassé, elle se serrant très fort. Les yeux de Sylvaine étaient tout rouges, les miens aussi peut-être. Puis à ce moment-là, il y avait des merles derrière qui semblaient bavarder. Et Sylvaine me dit, ils doivent parler de nous, ils nous ont vu nous embrasser. Je lui laisse faire, comme dit Mémé, pour certains, quelquefois, quand ils auront tout dit, ils n'auront plus rien à dire. Seulement, voilà, hein, raconter la rédaction sans parler de Sylvaine, c'est pas facile. Hein. Alors, en revenant à Petit Bas, nous avons croisé les vers de terre qui se déplaçaient en tous sens. Et les fourmis, toujours affairées. Nous, avec Sylvaine, hier, on était plutôt pour les vers de terre. On s'arrêtait de temps en temps et on se mangeait debout tous. On se mangeait debout tous. Oui, mais bon, et ma rédaction, ça n'avance pas. Pourtant, c'était l'époque des fleurs chaudes, la floraison des pivoines satinées. Ce n'est que depuis hier que je sais que Sylvaine a des joues satinées comme des pivoines. Bon, allez, j'ai passé un pré où il y avait des jonquilles éparpillées. Point. Au milieu de ces jonquilles, il y avait une fleur bleu ciel de je ne sais quelle espèce, sinon qu'elle était douce et satinée. Point. Sylvaine aime toutes ces histoires. Hein, que je lui raconte. Ce sont les histoires de Pépé, mais je ne lui ai pas dit encore, je n'ai pas osé lui dire. Comme il dit, c'est le printemps chez les animaux, la grillonne offre sa tanière au vainqueur, elle chante. J'ai le droit de parler de l'amour chez les animaux, ça, hein, il faut partir de la nature. Oui, Pépé disait la chouette hulotte répand sur le bois la musique de son chant. Bientôt une femelle lui répond, peuplée de silence d'une belle sonorité. Ils ont senti venir le temps des nids. La grillonne fait se battre les mâles pour offrir sa tanière au vainqueur. Bon, je vais faire la rédaction sans parler de l'essentiel, non, hein, de Sylvaine. Parce que, comme dit le prof ou autre chose, Sylvaine, elle est hors sujet. Marc et mes parents, quand ils me disent « tu nous racontes jamais rien », j'ai pas l'impression qu'ils attendent que je leur dise que hier j'étais avec Sylvaine dans le bois et que c'est un embrassé en se serrant très fort. Pourtant, alors, quand j'étais à l'école maternelle, tous les soirs, « alors, petit coquin, il paraît que tu as une copine, comment elle s'appelle ?» Ils ne me le demandent plus. Et c'est maintenant qu'ils doivent penser que je suis trop jeune. Alors,
il va rien comprendre parce que la nature est plus belle que d'habitude, plus colorée. Il va rien comprendre, ça, il ne sait pas que j'étais. Pourtant, nous, avec Sylvain, on aimerait continuer à vivre notre printemps. Maintenant, dans ma rédaction, je n'ai que la conclusion. J'ai passé un bel après-midi dans la nature. Un après-midi bleu ciel. Pour rien au monde, nous n'aurions manqué une promenade avec Pépé dans la nature ou une soirée. Il commençait à y avoir des réclames dans les journaux qui disaient téléviseur, noir et blanc, 40 cm, avec la caisse en acajou ou en chêne pour la sortir à votre intérieur. Et nous, on avait un Pépé parfaitement assorti. Mais il y a toujours des imprévus, évidemment. Un soir, faisait orage, beaucoup de vent, et le vent s'engouffrait par la cheminée et faisait danser les flammes comme des danseuses de flamenco. Là. Et le tonnerre semblait se rapprocher. Pépé est arrivé, tout dégoulinant de pluie, il a levé ses sabots, il n'a pas donné le bulletin météo, c'était pas la peine. Et il s'est avancé vers la cheminée pour arranger une bûche. À ce moment-là, un grondement sinistre est sorti de la cheminée, et des braises jaillir en papillons de feu, un bruit, de la vapeur partout. On était mascarés de suie. On est allé se laver et quand on est revenu, Pépé, il n'avait plus la pipe et il semblait avoir un regard tout vague. Alors,
qu'est-ce qui s'était passé? C'est évidemment Marianne qui nous l'a expliqué. La foudre était tombée par la cheminée. Il paraît que ça n'arrivait qu'une fois sur 1 million. Il a fallu que ce soit chez nous, ce soir-là. Et alors, Mariette nous a dit, vous savez, la foudre, elle est tombée par la cheminée et Pépé, il a pris le patac en pleine gueule. Bon. Peut-être que son cœur est tombé dans l'estomac, il vaudrait mieux le relever avec un petit verre de rikiki. Ce qui fut fait. Et Pépé était un peu plus peut-être éveillé, mais pas beaucoup. Et Mémé nous a poussé, les enfants, à aller le voir. C'est avec nous qu'il parlait le plus souvent. Alors on dit alors, Pépé, tu nous racontes quelque chose? Montenotte, Diego, Millesimo, Mondovi, Lodi, Castiglione, Arcole, Rivoli, Chicalacachica, a quelle montagne, Yann Petite qui danse. Oh, Guapita Carmen, que vous êtes mignonne, Guapita Carmen. Il barjaquait complètement. Hein. Mémé n'avait fait qu'une remarque, qui c'est ce Carmen? Et comme ça n'allait pas bien du tout, et qu'il ne bougeait pas, Mémé a dit allez tout le monde au lit. Pépé a dormi 2 jours et 2 nuits. Quand il est redescendu, il avait des grandes larmes sur ses joues ridées. Et il ne parlait plus. Alors c'est vrai que nous, on était privés de ces histoires, mais je pense que lui aussi regrettait ce moment où il pouvait parler des histoires. Alors, le docteur, il faut appeler le docteur. Vous n'avez jamais vu Pépé, le docteur. À ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone ni rien. Hein. Donc c'est Mariannette qui est partie à Belle-Bétaillère prévenir le docteur. Le docteur est arrivé. Il a ausculté, il a parlé. Pépé ne faisait que des signes oui ou non, comme ça, mais c'est tout ce qu'il faisait. Et le médecin nous a dit, il est atteint d'un déséquilibre. Ah, bon. Et alors? Eh bien, c'est pour ça qu'il ne peut pas, comme ça, parler comme il parlait avant. C'est un déséquilibre nerveux, que voulez-vous? Et ça s'arrange comment? Oh, ça peut s'arranger tout seul. Et ça peut ne pas s'arranger tout seul. Peut-être, oui. Et il est parti, tout le monde était sceptique, et c'est Mariannette encore qui a pris les choses en main, qui a dit « Attendez, attendez, attendez ». Dans la maison, il y avait justement le vétérinaire qui aidait une vache à véler. Et il connaissait bien Pépé, ils étaient même copains. Alors il est allé appeler, chercher le vétérinaire. Alors, je ne savais pas, le vétérinaire. Alors, Pépé, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon. Est-ce que il parlait tous les deux. Mémé nous a éloignés. On ne sait pas. On ne savait pas. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais quand, au bout de 5 minutes, peut-être, le vétérinaire a dit, voilà. Pépé, c'est comme si un caneton est élevé par une dinde. Il ne sait plus s'il est canard ou dindon. Ah. D'accord. Et comment ça peut s'arranger? Eh bien, vous savez, comment ça peut s'arranger? Il a une perte d'identité à cause de ça, vous voyez? Il ne sait pas s'il est canard ou dindon, hein? Donc, il a une perte d'identité qui lui a... le patac de la foudre, c'est ça, quoi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Vous n'êtes pas si mal placé ici, hein, parce que vous êtes dans une ferme, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des animaux.
Ça peut communiquer comme ça. Il faut multiplier les contacts. C'est ça qui est intéressant. Pour qu'ils retrouvent, justement. Hein. Bon. Il n'y avait que Mariannette, évidemment, qui avait compris. Et le soir, il a dit à Pépé, on va aller coucher à l'étable. On ne sait jamais. Hein. Un contact, peut-être, comme ça, on ne sait jamais, on est là. Écoute, ça coûte rien. Alors, ils sont allés coucher à l'étable. Et le lendemain matin, Pépé était comme d'habitude, mais il y avait une vache qui fumait la pipe. Il y avait eu un échange, mais pas dans le bon sens. Alors, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et Mariannette, toujours une idée, il faut aller chercher Molette. Molette, c'était un mécanicien, réparateur, électricien. Il réparait tout dans le village. Pourquoi pas les grands-pères? Alors, aller chercher Molette. Molette, il est arrivé. Il lui a pris la tension avec un voltmètre. Il a ausculté avec un appareil de son invention. Il lui a fait souffler dans le tuyau de pression des pneus. Et il nous a dit, voilà, Pépé, il a pris le patac de la foudre dans la tête. Et vous savez que dans la tête, on a tous un arbre de Noël avec des branches allumées. Chez lui, il y en a qui sont éteintes. Il a tellement reçu de l'électricité que ça a fait... On pourrait croire qu'il en a eu trop. Non, il en a trop. C'est pour ça qu'elles sont éteintes. Et alors, les pensées, elles ne peuvent pas glisser comme ça dans son cerveau parce qu'il y a des trucs à la masse. C'est comme patac de la foudre, hein. C'est aussi important qu'une pile de triphasé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, ce que je vous dis, c'est que il a trop d'électricité. Je suis sûr que si on branche une ampoule, elle s'éclaire. On n'a pas essayé. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, voyez, je vais vous dire. Il a eu un choc énorme. Et un choc, ça se soigne par un autre choc. C'est le principe de maintenant l'homéopathie. Et alors, il faut qu'il reçoive la foudre encore. Mais un petit coup, simplement. Un petit coup, ça peut faire tout disparaître. Et c'est dangereux. Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais essayé. Hein. Bon. Alors, réunion de famille, c'est-à-dire Mariannette, Mémé et Pépé, nous un peu à l'écart. Simplement, Mémé nous a dit, attendez-nous là. Vous savez, quand on est vieux, il faut se précautionner. Hein. Alors, nous, on a vu qu'il parlait, Pépé faisait oui ou non, comme ça, c'est tout. Là. Et au bout d'un moment, on a entendu que plusieurs fois, on lui a posé à Pépé, t'es d'accord pour faire la médecine de Molette? Il a dit oui. Bon. On nous l'a annoncé. Alors... Mariannette a dit, il faut guetter le prochain orage, hein. Il ne faut pas le manquer. Alors, comme par hasard, à ce moment-là, il n'y en avait pas, juste quelques gouttes d'eau pour mouiller la poussière, rien, quoi. Puis un jour, quand même, alors des nuages noirs, il faisait chaud, on sentait un vent chaud, et ça n'a pas manqué, Molette est arrivée avec sa camionnette. Et vous savez, en face de la maison, il y avait un pré, un saoucette, et sur ce pré, il y avait un arbre tout seul. On nous avait recommandé, surtout s'il y a un orage, ne vous mettez pas là sur un arbre seul. Hein. Bon. Et alors Molette a dit, voilà,
Pépé, il faut qu'il aille sous l'arbre seul. Et bien Pépé, il n'a pas protesté. Et ce Molette, il était bon, parce que petit à petit, d'abord, Pépé, il a convaincu d'aller là. Ensuite, il a sorti de sa camionnette une chaise en fer. Et il a dit, Pépé, il faut qu'il soit assis sur la chaise en fer au pied de l'arbre. Pépé, il n'a rien dit. Non, revenez pas. Et il lui a mis dans la main une fourche en fer. Il dit, là, on est paré. Alors, la seule chose qu'on a vue, c'est que Pépé a refusé, il voulait lui mettre une poêle à châtaigne sur la tête. Il n'a pas voulu, Pépé. Là, pourquoi, on ne sait pas, il n'a pas voulu. Alors, ça a commencé, l'orage, de plus en plus près, et tout. Alors, Mémé a dit tout le monde dedans, hein. Et on était derrière le finestro, on avait l'arbre en face, et on voyait, là-bas, Pépé, l'orage semblait avancer, et Marianette, et ensuite, puis, Molette, il nous a rejoints derrière nous, et il nous commentait, parce que Molette, il voyait tout, il est mieux que nous. Hein. On voyait Pépé sur la chaise avec le tout. Tout d'un coup, l'orage, les éclairs, et puis tout d'un coup, Molette, il fait, ça y est, il a chopé un pet. Vite, sortez. Alors, nous, les sortis, nous, les premiers, les enfants, on est arrivés les premiers. Là-bas, on a trouvé Pépé, il s'était espatarré, il était un peu estourbi, mais vivant. Alors, on l'a relevé, on l'a vite porté comme ça, comme on a pu encore avec lui, à la maison, et on lui a dit, ça va Pépé? Alors, il avait retenu un peu, il nous a regardé, il a dit, tu nous racontes quelque chose? Vous savez ce que j'ai devant les yeux? C'est la guerre de 14, les tranchées, avec les camarades qui pourrissaient. 9 millions de morts. Combien de gazés, combien de gueules cassées. Alors Molette dit, ah, hein? Il reparle quand même, hein? Et Marianette a dit, je préférais le répertoire d'avant de Patak de la Foudre. Hein. Il dit oui, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Pépé, il ne racontait que des choses tristes. Et pour lui faire plaisir, on l'écoutait. Et Mémé était avec nous, et quelquefois elle nous disait, allez coucher, je vais rester pour l'écouter. Que des malheurs, que des malheurs. Et il est resté comme ça, assis dedans, plusieurs mois. On n'avait plus ni l'éveillé, ni rien, ni les promenades, évidemment. Et puis, un des premiers matins d'automne, Pépé, qu'on n'avait pas entendu depuis des mois, il nous a dit, les enfants, amenez-moi, je veux voir le jardin, comment il est. On a vu, regardez Mémé, elle avait les larmes aux yeux. Alors, on a soulevé un peu, on a soutenu Pépé. Mémé nous a fait signe de prendre le petit banc de paille qui était là. On l'a pris. Pépé est allé au jardin. Ce jardin, c'était Marianette qui l'avait cultivé pendant ce temps. Il a promené, il n'a rien dit. Et puis, on est allé voir son poirier greffé. Alors, c'était la... Pour lui, c'était son meilleur coup. Parce que c'est vrai qu'il nous montrait son poirier greffé à la belle saison. Après un des poiriers, il y avait des pêches et de petites prunes, tout ça ensemble, sur le même arbre. Et il nous a dit, pourquoi les greffons ont si bien pris? On lui a répondu, parce que ces fruits donnent de la sympathie entre eux. On s'en souvenait, il nous l'avait dit. Et il était content, là. Et puis, comme on a mis le banc là, il s'est assis, appuyé au poirier. Et il nous a dit, comment c'est le bois? Et dans le fond, là, on lui a tout raconté, tout ce qu'il nous avait appris.
Et il était content, il souriait. Il en poussait, il nous posait des questions. Évidemment, il nous a posé une devinette. Qui est-ce qui traverse le bois sans déchirer sa robe de soie? Le soleil, le soleil. On s'en souvenait. Il avait un sourire. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et le soir, c'était comme si c'était la première fois que nous entendions la légende des grenouilles géantes. Comme si c'était la première fois. Et encore quelque chose que vous n'avez pas entendu de plusieurs mois. Les enfants, vous allez vivre dans un monde sans guerre. L'argent, des obus, des avions, les munitions sera utilisé pour que plus personne ne monde meure de froid. Et vous allez vivre dans ce monde sans guerre, c'est bien. Mais la paix, il faudra l'entretenir quand même. Hein. Et ce soir-là, nous, on le croyait encore plus que d'habitude. Mais quelques jours après, on nous a dit qu'il fallait se méfier comme ça, quand tout d'un coup on revenait mieux. Et on nous a même dit que ça s'appelait le lieu de la mort. Et le surlendemain, notre pépé de cheminée s'est éteint, comme une lampe qui n'a plus d'huile. Alors c'est pour voir ce monde que Pépé avait vu pour nous, si beau, sans guerre. C'est à ce moment-là que dans la famille, on a acheté la télévision. Merci. Merci.